Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, des travailleurs civils de l'hôpital principal menacent de déclencher une grève 48 heures à partir de jeudi prochain. Ils réclament le paiement intégral de leur prix. Plus de détails dans cette édition. Fermeture des campus sociaux, certains Sanarois quittent l'université en traînant les pieds, d'autres préfèrent rester malgré la fermeture des restaurants. Reportage à l'UGB à suivre. À la une également, le rapport des statistiques 2021 du ministère du Travail. 216 entreprises ont mis la clé sous la porte pour diverses raisons. On vous explique tout dans ce journal. Et puis en culture, Youssou N'Dour, porté au pinacle en Espagne, le roi du Mbalar s'est vu décerner le prix de la mare de Moussikas. Plus de détails en fin d'édition. Des travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar réclament le paiement de leur prime d'intéressement. La prime représente 7% des recettes de l'établissement. Voilà 7 mois qu'ils n'ont rien reçu. Selon eux, si rien n'est fait, ces travailleurs vont déclencher une grève de 48 heures à partir de jeudi prochain. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alun Diagne. Les travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar seront en grève de 48 heures à partir de ce jeudi. Une décision des syndicalistes qui faisaient un sitting ce mardi. Si jamais donc, la situation n'est pas réglée, nous allons décréter un mouvement de grève de 48 heures à partir de ce jeudi. Les syndicalistes dénoncent jusqu'à leur dernière énergie le non-paiement de leur prime d'intéressement qui devait se faire depuis le mois de janvier. Que la prime devait être payée à partir du mois de janvier. Nous avons attendu, nous avons cru en sa parole, nous avons attendu jusqu'au premier trimestre, mais rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, on est au 7e mois. Rien n'est fait à propos de la prime d'intéressement dédiée à tout le personnel de l'hôpital. Et nous jugeons que trop attendu et rien n'a été fait, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes sortis pour manifester notre mécontentement, notre désaccord par rapport à ce qui se passe concernant la prime d'intéressement. Une prime qui représente 7% des recettes de l'hôpital et qui doit être reversée au personnel. La prime d'intéressement donc à l'hôpital principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est payée à hauteur de 7% des recettes propres de l'hôpital. Alors que dans les autres structures, elle est payée à hauteur de 20 à 25% des recettes propres. Ces travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar ne demandent qu'une chose, le respect des accords signés depuis le mois de septembre avec la direction générale. Merci Fatou Bintou. L'autre grand titre de cette édition, allons à Saint-Louis, fermeture des campus sociaux par le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Les étudiants quittent le campus, certains en traînant les pieds, d'autres en revanche préfèrent rester malgré la fermeture des restaurants. Reportage Ousseynou Diop à Bibsec. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, après la fermeture des restaurants, certains étudiants quittent le campus social. C'est le cas de Khadija Toussar qui est sur la route pour aller au Fouta. Mais un autre préfère rester malgré les conditions très difficiles. Son nom, Mamadou Thiam, lui, il se ravitaille dans les boutiques. Ici, on vit l'enfer ici à l'UGB. On est fatigué, on a fermé les restos, on n'a rien à manger. Le biscuit est aujourd'hui le produit le plus prisé chez les étudiants. Pour Khadija Toussar, depuis le début de la crise, c'est la galère pour s'alimenter. On est là, on se restaure avec nos propres moyens. Par exemple, comme quoi par exemple? Du pain. Même le pain actuellement, ça en manque. Il y a du pain, des biscuits, du tchéré pour ceux qui en ont. Khadija Toussar est venue à l'UGB il y a 5 jours, mais elle est obligée de prendre les vacances plus tôt que prévu. On ne nous rappelle même pas 5 jours. On dit on ferme, on doit aussi retourner jusqu'à Fouta, tu vois. Et en plus, on était dans des périodes d'examen, on voulait terminer rapidement, rentrer en vacances, peut-être après, mais on nous a forcé comme ça. Pour ces étudiants rencontrés, les autorités doivent revoir cette décision de fermer les restaurants, car beaucoup d'entre eux sont actuellement dans le campus social. C'est décevant. Oui, pour notre avenir, pour nous qui avons laissé nos parents
à la maison, venir ici pour travailler, c'est très difficile dans ces conditions. À l'UGB, tous les restaurants sont fermés. Ici, les étudiants sont obligés de se rabattre sur les boutiques pour se procurer de quoi manger. D'autres, socialement plus à l'aise, préfèrent aller dans les restaurants qui sont autour du temple du savoir pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Ousseynou, la coordination des étudiants de Saint-Louis était en conférence de presse. Ils ont mis les autorités universitaires devant leurs responsabilités. Les étudiants précisent qu'ils n'accepteront jamais une session unique ou une année invalide. Voici le président des séances, Ousmane Gueye, avec notre équipe à Saint-Louis. Mais aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis est très stratégique, à laisser ces administrateurs-là et les mettre devant le fait accompli. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement de suspendre les activités pédagogiques au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'au 3 octobre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces administrateurs-là qui étaient ici il y a de cela quelques temps, en disant que le calendrier académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis devrait être respecté, nous disons à ces administrateurs-là d'avoir en même temps ce courage de ne pas se prononcer vers des sections uniques, voire des années invalides au niveau de cette université. Nous disons aux étudiants que la coordination des étudiants de Saint-Louis ainsi que la commission sociale vous remercie parce que vous avez su tenir. Malgré les moyens, les maigres moyens que vous avez à votre disposition, vous avez jugé nécessaire et vous êtes très conscient par rapport à la situation de telle sorte que vous n'avez pas boudé le campus pour permettre à ces professeurs-là ou bien pour permettre aux autorités administrative de cette université-là de dire que c'est les étudiants qui ont déserté les amphis et les salles de classe. Tout autre chose à présent, 216 entreprises en cessation d'activité en 2021. Ces sociétés ont mis la clé sous la porte pour diverses raisons. Ces chiffres ont été publiés dans le rapport des statistiques 2021 du ministère du Travail, compte rendu de l'atelier de partage Cheikh Diop, Pape Sangoné Mbaye. Plus de 200 entreprises ont mis la clé sous le paillasson, ou en plus clair, ont fermé leurs portes. Une révélation du rapport annuel des services du ministère du Travail. Tout autour de cette table, c'est aussi pour parler des causes. Nous avons certes enregistré des fermetures de l'ordre de 216. Parallèlement, nous avons aussi enregistré des ouvertures de l'ordre de 1785. Voilà, donc autant vous avez des fermetures, autant vous avez des ouvertures. On sait que les fermetures d'établissements peuvent être justifiées par des difficultés, c'est bien possible. Quelquefois aussi des entreprises qui ferment momentanément parce que simplement, si vous prenez les chantiers ou certains marchés, l'entreprise est arrivée à terme par rapport à certains chantiers ou bien à exécuter certains marchés et n'a plus d'autres peut-être commandes ou demandes sur la table et compte tenu de cette situation, elle peut faire le choix donc de fermer. Des entreprises fermées, des conséquences socio-économiques, le respect des droits du travailleur dont les entreprises posent souvent problème. Une réforme du Code du travail est envisagée pour plus de contrôle. Quand vous constatez un manquement, vous avez des moyens que vous devrez pouvoir mettre en œuvre pour amener l'entreprise, en particulier quand elle est à même de régulariser et que de sa part, il y a une certaine résistance, que vous puissiez mettre en œuvre ces moyens pour quand même l'amener à se conformer. Parmi les points de réforme, vous avez le renforcement des moyens juridiques pour mieux assurer l'efficacité du contrôle et amener les entreprises à mieux se conformer quand des manquements sont constatés. Selon le rapport, 1146 emplois perdus, 1320 déclarations d'accidents de travail et de maladies professionnelles notées, et aussi 656 cas de conflit au tribunal. Et puis, merci beaucoup, cher Diop. Les comités d'entreprise renouvellent leur confiance. Les comités d'entreprise républicaines renouvellent leur confiance au président Macky Sall et se mobilisent pour une majorité
de Benno au soir du 31 juillet 2022 face à la presse. CER-APR a annoncé la réorganisation de sa coordination nationale qui sera suivie de l'installation de ses bureaux de zone. Voici Koumba Baldé interrogé par Al-Hassan Ba. L'élément n'est pas disponible, me dit le réalisateur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de la gratuité des frais de mutation pour les Jakarta. Le sous-secteur du transport se félicite de cette mesure étatique. Illustration à Thiès, où résident beaucoup de conducteurs de deux roues. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Tous les vélos-taxis seront immatriculés, mutés. Cette décision de l'État permettra de remettre de l'ordre dans le secteur du transport. Encore une fois, au nom de tous les jeunes conducteurs, nous disons un grand merci au président de la République. Aussi sensibiliser les jeunes. Nous demandons à tout le monde de rejoindre les services des mines pour aller muter leur moto. Parce que cette fois-ci, c'est gratuit et on sait bien qu'il y aura un délai bien déterminé. En tant que président de tous les Sénégalais, il a vu l'importance que les Jakarta ont au niveau de ce pays. Mais ça va nous permettre aussi d'identifier nos motos. Et à partir de là-bas, on saura qui est qui. Ne serait-ce que muter les motos, c'est une façon d'assainir le milieu. Le secrétaire général de la Fédération des conducteurs de taxi-moto Jakarta de Thiès a dans la foulée mis en exergue les nombreuses opportunités et a ainsi invité les conducteurs de moto Jakarta à s'intéresser à cette politique. Maintenant, avec ce métier-là, les gens arrivent à régler beaucoup de problèmes. Au niveau des maisons, nous sommes plus de 232 000 conducteurs au niveau national. Thiès fait 8700 et quelques motos. Quelqu'un qui part muter sa moto et il a sa carte grise et tout. Ce n'est pas ce conducteur qui ira voler ou ira faire autre chose parce qu'il sait que cette moto-là, il y a un numéro. S'il le fait, on peut le poursuivre à n'importe quel moment. Comme s'il n'attendait que d'être interpellé, nombre de conducteurs de moto Jakarta commencent à fréquenter le siège de la fédération pour s'informer. Merci Cheikh Anta. Et puis on en vient à notre reportage découverte du jour. Il était une fois Senghor, nom qui fait penser au président, mais nous parlons de ce village dans la commune de Diouroup. Plusieurs hectares de terres arables traversés par le chantier de l'autoroute à péage. Des cultivateurs impactés disent attendre toujours le paiement des impenses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nouveau plan de développement des télécommunications avec une meilleure couverture des réseaux dans les zones enclavées, les fameuses zones blanches. Le DG de l'ARTP annonce la mobilisation des fonds collectés. Le voici avec Ali Bandelian dans le nord du Sénégal. Et il me plaît également de dire aux populations du Sénégal que dans le cadre des sanctions initiées avec le collège de l'ARTP, des sanctions à l'encontre des opérateurs pour que prévale un réseau de qualité sur l'étendue du territoire national. Donc dans le cadre de ces sanctions-là, un comité a été mis en place, un prestataire privé a été choisi pour accompagner la réalisation de ces sanctions. Comme nous sommes à Matam, Matam est concerné, nous avons profité de l'ensemble des remontées de mécontentement des populations, nous avons eu à nous rapprocher des associations consuméristes et c'est l'ensemble également des résultats des mesures que nos équipes avaient eu à faire sur le terrain et c'est l'ensemble de ces trois éléments combinés que nous allons utiliser pour le développement numérique des populations du Sénégal. Un plan de développement a été mis en place et l'ensemble des villages du Dandemayo seront concernés par ce développement des télécommunications. Cela vient s'ajouter également au désenclavement routier promis et qui est en train de réaliser par le président de la République, vient se rajouter donc à ce désenclavement pour que le Dandemayo puisse enfin être une localité de développement agricole du Sénégal. Et puis en mode culture, Youssou N'Dour porté au pinacle en Espagne. Il est lauréat du prix La Mar de Musicas 2022. Le conseil municipal de Carthagène a décerné ce lundi le prix de son festival à la superstar de la musique africaine, comme vous le voyez sur ces images. 19 juillet 1927, 19 juillet 2022, cela fait 95 ans que le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, s'est éteint. Entre Khadim Rassoul et les autorités coloniales à l'époque, une histoire douloureuse racontée par Fatou Kinedem.
À Ndiarème, Serigne Touba était en résidence surveillée de 1912 à 1913. Comment anéantir celui qui se surnommait Khadim Rassoul, autrement dit le serviteur du prophète Mohammed? Les autorités coloniales ont tout tenté, mais Serigne Touba opte pour le silence. Le combat était plutôt spirituel. La volonté de Serigne Touba de vulgariser l'islam n'était pas du goût des colons, qui faisaient tout leur possible pour l'exiler. Après avoir échoué, les autorités coloniales l'ont amené à Ndiarème, où il était en résidence surveillée. Seulement, Cheikh Ahmadou Bamba arrivait à supporter ces épreuves. Il menait un combat spirituel. Respecter les règles établies ne signifie pas être en phase avec le vœu des dictateurs. Sa mission était aussi de préparer les fidèles face à cette situation difficile. Oui, en revanche, la récompense en vaut toutes les peines. Serigne Touba respectait les règles. La preuve, les talibés qui s'évadaient dans les lieux de détention, il les renvoyait aussitôt. Cela ne veut pas dire qu'il était un collaborateur des colons, mais il ne cautionnait pas leur démarche. Il voulait leur montrer que sa vision était différente de leur pensée. Son objectif était de respecter et faire respecter les recommandations divines. Un an après, le fondateur du mouridisme regagne Kër Goumak pour ensuite entamer les travaux de la grande mosquée qu'il confia à Cheikh Issa Diène. C'est à Ndiarème où Serigne Touba a rendu l'âme après 15 années de séjour. Merci Fatkine. Dans l'actualité sportive, à 2 semaines des 24e championnats d'Afrique U18 du 4 au 14 août prochain au Madagascar, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie peaufine ses stratégies dans la dernière ligne droite de sa préparation. Une sélection qui compte miser sur la créativité de ses joueurs pour réussir une bonne participation selon le sélectionneur adjoint Mohamed Sen. Suivons-le au micro de Cher Sadibou Diarra et Djamil Sy. Donc on a un programme qui est très clair, bien basé et bien défini et des objectifs très clairs aussi. Par rapport à l'année dernière, le groupe est beaucoup plus technique. On a peut-être un manque physique sur la taille comme Ibou Badji, Khalifa qui étaient là, qui étaient des joueurs très costauds. Mais aujourd'hui on a une équipe très technique. Et je pense qu'on devrait appuyer sur ça pour pouvoir jouer beaucoup de situations de jeu. Parce que eux tous, ils dribblent le ballon, ils manient bien le ballon, ils tirent beaucoup. Donc je pense que c'est une nouvelle équipe, une nouvelle génération. On va essayer de se donner les moyens. Les CAF Awards, Rabat attend d'accueillir les grandes personnalités, les sommités du foot africain. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush, même au quartier général de l'institution africaine. Mais ce rendez-vous reste important pour honorer les meilleurs acteurs du continent et tout le monde n'a Dieu que pour le Sénégal. Allons prendre la température sur place avec nos envoyés spéciaux Mam Fatundoui et Mbissandoui. De l'événement, ce n'est pas encore le grand rush à l'hôtel qui sert de quartier général aux organisateurs des CAF Awards. Quelques va-et-vient et des rendez-vous à évacuer, notamment pour les confrères et consoeurs. Mais ces CAF Awards sont importants pour le foot africain. La fête, c'est l'Afrique qui va se réunir une fois de plus depuis 2 ans avec le Covid qui est passé par là. On n'a pas eu les awards du football africain. De suspense, il n'y en a pas vraiment quant au futur vainqueur. Il n'y a pas de doute à avoir sur le vainqueur du trophée du meilleur joueur africain. Sadio Mané a tellement fait, aussi bien sur le terrain que dans le social. Il a aussi bien fait comme être humain. C'est simple. Sadio Mané va le gagner. 2022, l'année du Sénégal, à coup sûr. Si on parle de football en Afrique, c'est tellement clair que c'est le Sénégal
le Sénégal a bien fait les choses. Ce que j'admire dans cette équipe, c'est l'unité. Quand les Lions ont gagné la Coupe en janvier dernier au Cameroun, ce que j'ai vu, c'est l'unité. C'est l'année des Lions, c'est l'année du Sénégal, c'est une consécration pour le football sénégalais. Le football sénégalais, ce n'est pas seulement l'équipe nationale, c'est la formation, Djambar, Génération Foot. Sadio Mané, c'est le fruit de ça. Quand on voit l'équipe championne d'Afrique, il y a 4 ou 5 joueurs qui ont été formés dans ces centres de formation. Et ça donne le résultat dans le Sénégal triomphant, c'est le football africain. Les nominés, notamment dans les catégories meilleurs sélectionneurs, meilleurs joueurs et meilleures joueuses de l'année, doivent déjà faire face à la presse ce mercredi après-midi. Merci Mamfatou, et on croise les doigts pour les Lions. Un mot de politique, revenons sur les CER qui renouvellent leur confiance au président Macky Sall et se mobilisent pour une majorité de Benno au soir du 31 juillet. Écoutons là-dessus Koumba Baldé avec Alassane Ba. C'est la proximité, c'est le rassemblement, le travail de terrain, le travail de proximité. Faire voter ou convaincre les indécis parce qu'on a un bilan qui parle. Le bilan, voilà, on n'a plus de bilan. Ce qui reste, c'est que voilà, faire comprendre à la population notre objectif, l'objectif du chef de l'État qui a une vision et sa vision ne s'arrête même pas à 2024, 2019, mais sa vision c'est 2035. Donc ce qui prouve que c'est un amoureux du Sénégal qui veut que son pays aille de l'avant et qui a une ambition pour son pays. Donc c'est pour cela que nous, CRAPR, nous sommes vraiment en tout à ce travail et nous sommes prêts à accompagner son Excellence le Président Macky Sall dans cet objectif de vouloir amener le Sénégal au plus haut sommet des pays émergents et nous sommes sur cette route. Donc voilà, c'est ça notre objectif premier. Et la seconde partie, c'est aussi faire gagner les élections au président au soir du 31 juillet. Retrouvez tout à l'heure le reste de l'actualité de la campagne dans votre rendez-vous, le journal de la campagne et ainsi que soir de campagne. En provenance de Lusaka, le chef de l'État s'est arrêté au Soudan du Sud. Visite d'amitié et de travail de quelques heures pendant lesquelles le président de la République a encouragé les acteurs à consolider le processus de paix qui doit aboutir à des élections en 2023. Le chef de l'État Macky Sall s'est réjoui de la signature du premier accord établissant les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire également qui met en place une plateforme pour dénoncer les actes de corruption dans l'administration publique. L'ouverture du premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées d'Afrique dans l'avenir de la planète. L'actualité internationale dans ce récit de Daniel Diouf. Togo offre sa médiation dans le différend qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire, plus précisément dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Ces soldats arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport de la capitale malienne. Ils sont accusés par les autorités de la transition d'être des mercenaires. La Côte d'Ivoire demande leur libération sans délai et affirme que leur présence dans le cadre d'opérations de soutien à la MINUSMA était bien connue des autorités maliennes. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, était ce lundi à Bamako. Il a été reçu par le président de la transition malienne. Selon le communiqué conjoint publié après la rencontre, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition malienne, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation. L'État ivoirien qui a officiellement lancé une plateforme pour dénoncer les actes de corruption dans l'administration publique. Elle s'appelle Spacia pour Système de surveillance, de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Désormais, avec ce système, les citoyens ivoiriens peuvent dénoncer un acte de corruption de l'administration publique en allant sur la plateforme en ligne, en appelant un numéro vert ou en envoyant un courrier à un bureau des plaintes. Le signalement est ensuite analysé puis validé ou non par un comité de juristes. Si l'histoire est crédible, l'autorité compétente doit s'en saisir pour prendre des sanctions envers le fonctionnaire fautif. La plateforme a été mise en place par le ministère ivoirien de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Et puis, des délégués de tout le continent africain ont entamé lundi des discussions au Rwanda à l'occasion du premier congrès africain, celui-là dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète. Le congrès des aires protégées d'Afrique de l'Union internationale pour la conservation de la nature se déroule quelques mois avant la tenue de la COP15 biodiversité en décembre prochain à Montréal. Il s'agira d'adopter un cadre mondial pour mieux protéger la nature ravagée par les activités humaines à l'horizon 2050 avec une étape en 2030. Les aires protégées sont essentielles à la survie de la planète. Il est question de protéger au moins 30% des terres et océans d'ici 2030, de réduire les pollutions plastiques et agricoles, entre autres objectifs adoptés. Les discussions dans la capitale rwandaise Kigali se poursuivent jusqu'au 23 juillet et réunissent quelques 2000 participants. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.